Ferme les yeux un instant et essaie de te localiser toi-même, non ton corps. Cette part-là est assez facile. Tu peux sentir le poids de tes membres, la pression de la surface qui te porte. Mais essaie de trouver la chose qui fait le ressentir. Essaie de localiser celui qui observe derrière tes yeux, la présence qui s'appelle « je ». Tu découvriras que, si fort que tu cherches, tu ne peux pas l'épingler. Elle semble planer juste derrière tes pensées, à regarder. Mais quand tu te tournes pour la fixer directement, elle se dissout comme la brume dans la lumière du matin. Cette expérience, cette étrange incapacité à te saisir en pleine action d'être toi-même, hante les philosophes depuis des millénaires. Mais à la fin du XXe siècle, un physicien titulaire d'un prix Nobel et un anesthésiste qui avaient passé des décennies à endormir la conscience, ont décidé que ce mystère n'était pas seulement philosophique. Ils le croyaient physique, mesurable et plus étrange que quiconque avait osé l'imaginer. Si tu aimes ces voyages lents et patients à travers des idées difficiles, abonnez-vous à cette chaîne. Ça ne coûte rien et ça aide ces explorations à atteindre d'autres esprits qui pourraient veiller la nuit avec les mêmes questions. Le physicien s'appelle Roger Penrose. En octobre 2020, il a reçu un appel de Stockholm, l'informant qu'il avait gagné le prix Nobel de physique pour avoir prouvé que les trous noirs sont une conséquence inévitable de la relativité générale d'Einstein. Il avait 89 ans. Le travail honoré datait d'un demi-siècle. Une mathématique élégante, montrant que lorsqu'assez de masse s'effondre dans un espace assez petit, l'espace-temps lui-même doit s'affaisser vers l'intérieur. C'était un travail inattaquable. Mais Penrose ne le considérait pas comme sa contribution la plus importante à la science. Depuis 30 ans, il poursuivait quelque chose de bien plus controversé. Quelque chose qui lui avait valu la moquerie de ses collègues, le rejet des neuroscientifiques et le genre de sourire sceptique qui accueille quiconque ose relier le mot quantique au mot conscience. Il croyait que l'esprit, cette chose insaisissable que tu viens d'essayer de trouver derrière tes yeux, fonctionne selon des principes qu'aucun ordinateur classique ne pourra jamais reproduire. Et il croyait que lorsque tu meurs, quelque chose pourrait persister que la neuroscience ne sait pas expliquer. Son collaborateur s'appelle Stuart Hameroff, anesthésiste à l'Université d'Arizona. Hameroff a passé sa carrière à étudier ce qui arrive quand la conscience s'évanouit. Chaque fois qu'il administrait une anesthésie, il regardait un être humain disparaître. Les lumières s'éteignaient. La personne qui parlait, pensait et craignait, cessait simplement d'être présente, pendant que le corps poursuivait ses fonctions mécaniques. Le cerveau continuait de tirer, le cœur continuait de battre, mais le soi avait disparu. Où était-il allé? Et quand l'anesthésie se dissipait, d'où revenait-il? Ensemble, Penrose et Hameroff ont développé une théorie qu'ils ont appelée la réduction objective orchestrée, ORC-OR en abrégé. Ce n'est pas une histoire de certitude. La théorie est peut-être fausse. Beaucoup de scientifiques croient qu'elle l'est. Mais elle est prise assez au sérieux pour que des expériences soient maintenant conçues spécifiquement pour la tester. Et l'homme qui l'a proposée, l'homme qui a prouvé que les trous noirs doivent exister, croit que c'est le travail le plus important de sa vie. Si Penrose a raison, ton esprit n'est pas simplement ce que fait ton cerveau. Ton esprit est ce à quoi ton cerveau accède. Une fenêtre sur la structure quantique de la réalité. Un récepteur accordé à des fréquences que la matière et l'énergie seules ne peuvent pas expliquer. S'il a tort, il a gaspillé 3 décennies à courir après un beau mirage. Ce soir, nous allons suivre cette idée jusqu'au bout. Nous commencerons par le problème qui a tout déclenché. Le problème difficile de la conscience, la question qui n'a aucune réponse admise, malgré des milliers d'années d'efforts. Nous suivrons le chemin qui a mené un mathématicien obsédé par les limites du calcul à croire que l'esprit ne peut pas être une machine. Nous entrerons dans le monde microscopique du neurone et découvrirons des structures que la biologie classique a rejetées comme un simple échafaudage, jusqu'à ce qu'une poignée de chercheurs commence à les soupçonner d'être quelque chose de plus. Nous affronterons l'objection la plus profonde contre la théorie, l'affirmation que le cerveau est trop chaud, trop humide, trop bruyant pour que des effets quantiques y survivent. Et nous finirons dans un endroit où peu de documentaires osent aller. La question de ce qu'il advient de la conscience quand le cerveau cesse de fonctionner. Prends un moment pour bien mesurer qui sont ces deux hommes, parce que cela compte pour comprendre pourquoi cette théorie a été prise au sérieux malgré tout. Penrose n'est pas un excentrique aux marges de la science. C'est l'un des mathématiciens et physiciens les plus célébrés du XXe siècle. Son travail précoce portait sur la relativité générale,
en collaboration avec Stephen Hawking, sur les théorèmes de singularité qui lui vaudraient le Nobel des décennies plus tard. Mais ses intérêts allaient bien au-delà de la gravité. Il a apporté des contributions fondamentales à la géométrie des figures impossibles, à la mathématique des pavages non périodiques, à la structure de l'espace-temps au niveau quantique. C'était le genre de penseur capable de tenir plusieurs vastes domaines dans sa tête en même temps et de voir des liens que les autres manquaient. Hameroff, de son côté, réfléchissait à la conscience depuis le bas, depuis les années 1970. Jeune anesthésiste, il avait été frappé par une observation simple. Les anesthésiques généraux fonctionnent. Des substances chimiquement aussi diverses que l'éther, le chloroforme, le propofol et le gaz xénon produisent toutes le même résultat, la perte réversible de la conscience. Mais personne ne savait pourquoi. Le cerveau continue de fonctionner sous anesthésie. L'activité neuronale se poursuit et pourtant la personne disparaît. Il faut nommer clairement le désaccord au cœur de tout ceci, parce qu'il définit chaque pas du chemin. Sur la vision standard, la conscience est ce que produit le cerveau quand il devient assez complexe. Un résultat, un effet secondaire, quelque chose que l'évolution a fini par bricoler parce que cela aidait d'une façon ou d'une autre à survivre. Sur la vision de Penrose et Hameroff, la conscience est une entrée, non une sortie. Elle est déjà là, tissée dans la trame de l'espace-temps lui-même, et le cerveau est une antenne, un récepteur accordé pour capter l'expérience consciente depuis le niveau quantique de la réalité. La différence n'est pas subtile. Si la conscience est une sortie, alors quand le cerveau meurt, la conscience s'arrête simplement. Il n'y a rien qui continue. Le processus qui engendrait la présence à soi cesse, et la présence cesse avec lui. Mais si la conscience est captée plutôt qu'engendrée, si le cerveau est une fenêtre plutôt qu'une usine, alors la question de ce qui arrive à la mort devient véritablement ouverte. La fenêtre se ferme. Cela veut-il dire que la lumière de l'autre côté s'éteint ? Nous y viendrons. Mais d'abord, il faut comprendre le problème que cette théorie prétend résoudre. Et c'est le problème le plus dur de toute la science. Le problème difficile de la conscience porte ce nom parce qu'un philosophe nommé David Chalmers le lui a donné en 1995. Mais le problème lui-même est plus vieux que la philosophie. C'est le problème que tu rencontres chaque fois que tu te cognes l'orteil. La douleur n'est pas mystérieuse au sens mécanique. Des signaux nerveux remontent ta jambe, atteignent ta moelle épinière, se propagent jusqu'à ton cerveau, déclenchent une activité dans des régions précises, associées au traitement de la douleur. Cette séquence peut être cartographiée, mesurée, même prédite. Mais rien de tout cela n'explique pourquoi ça fait mal. Rien de tout cela n'explique pourquoi il y a quelque chose que ça fait d'être toi en train de te cogner l'orteil en ce moment de sensations vives et malvenues. Les signaux sont électriques et chimiques. L'expérience n'est ni l'un ni l'autre. L'expérience est quoi exactement ? Les philosophes l'appellent les qualia, la qualité ressentie de l'expérience subjective, le rouge du rouge, le goût vif et éclatant du citron, la douleur particulière d'un petit chagrin d'amour. Arrête-toi et sens le poids de cet écart un instant. D'un côté, tu as l'activité cérébrale, des neurones qui tirent, des neurotransmetteurs qui diffusent à travers les synapses, des motifs d'activation qui ondulent dans le tissu cortical. Tout cela est à la troisième personne, objectif, mesurable. Tu pourrais en principe bâtir une machine qui lit chaque impulsion électrique d'un cerveau et en imprime le résultat sur un rouleau. De l'autre côté, tu as l'expérience. Le fait à la première personne qu'il y a quelque chose que ça fait d'être toi en ce moment même, en train de lire ou d'écouter ces mots. Ceci est subjectif, non mesurable par aucun instrument jamais conçu, connu de toi seul. Le problème difficile, c'est d'expliquer comment l'un devient l'autre, comment l'activité électrochimique, qui n'est après tout que le mouvement de particules chargées, donne-t-elle naissance au sentiment vécu d'être en vie. Non le traitement de l'information, non les sorties comportementales, non la capacité de rendre compte de ses propres états. Ceux-là sont ce que Chalmers appelle les problèmes faciles. Non faciles en pratique, mais faciles en principe, parce qu'ils peuvent être résolus en identifiant des mécanismes. Le problème difficile est différent. Il demande pourquoi il y a de l'expérience tout court. Pourquoi le cerveau n'est-il pas juste un ordinateur biologique traitant des entrées et produisant des sorties dans le noir, sans aucune lumière intérieure de conscience. La plupart des neuroscientifiques adoptent aujourd'hui une position appelée le physicalisme.
La vision selon laquelle la conscience est entièrement produite par le cerveau. La conscience, sur cette vision, est ce que fait le cerveau quand il atteint un certain niveau de complexité. D'une façon ou d'une autre, à partir d'assez de neurones câblés de la bonne manière, la conscience émerge. Ce d'une façon ou d'une autre fait un travail énorme, parce que personne n'a expliqué le mécanisme. Personne n'a montré comment un quelconque arrangement de matière pourrait engendrer une expérience subjective. L'écart explicatif demeure aussi large qu'il l'était quand un philosophe français a le premier tracé une ligne entre deux sortes de choses. Ce philosophe était René Descartes. Au XVIIe siècle, il a divisé le monde en deux substances. La chose pensante, qu'il appelait res cogitans, et la chose étendue, la matière occupant l'espace, qu'il appelait res extensa. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Et il a légué à toute la philosophie occidentale une question qui n'a jamais été réglée depuis. Comment ces deux mondes se touchent-ils? Comment une pensée, qui n'occupe aucun espace, fait-elle bouger une main qui en occupe? Les termes ont changé au fil des siècles. Le mystère, lui, n'a pas bougé d'un pouce. Et c'est de ce mystère, vieux de 400 ans, que Penrose est parti, non par la philosophie, mais par une direction que personne n'aurait devinée. Les mathématiques. Dans les années 1980, Penrose s'est passionné pour une question qui n'avait rien d'évident à voir avec la physique. Quelle est la relation entre la vérité mathématique et l'esprit humain? La question avait un déclencheur précis. En 1931, un logicien nommé Kurt Gödel avait prouvé quelque chose de remarquable. Gödel a montré que tout système formel cohérent, capable d'exprimer l'arithmétique de base, doit contenir des énoncés vrais qui ne peuvent pas être prouvés à l'intérieur du système. C'est le célèbre théorème d'incomplétude. Cela veut dire que la vérité mathématique déborde la preuve mécanique. Il existe des choses qui sont vraies, qu'aucun processus algorithmique suivant des règles fixes ne pourra jamais démontrer. Penrose a ruminé ce résultat pendant des années. Il a remarqué quelque chose qui le troublait. Les mathématiciens humains peuvent reconnaître la vérité des énoncés de Gödel, ces énoncés mêmes qui sont indémontrables à l'intérieur d'un système formel. Nous pouvons sortir du système et voir que l'énoncé est vrai. Mais un ordinateur exécutant des processus strictement algorithmiques ne peut pas faire cela. L'ordinateur est piégé à l'intérieur de son système formel. L'esprit humain ne l'est pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Penrose en a conclu que l'esprit humain ne peut pas être un ordinateur classique. Il ne peut pas être simplement algorithmique. Quoi que nous fassions quand nous comprenons une vérité mathématique, quand nous saisissons le sens d'un théorème, quand nous éprouvons l'intuition et la certitude, ce n'est pas du calcul au sens de la machine de Turing. L'esprit fait quelque chose qu'aucun ordinateur numérique, si puissant soit-il, ne peut reproduire. Il faut être honnête sur ce point, parce que c'est là que beaucoup de gens quittent Penrose. Cette affirmation était, et reste, controversée. De nombreux philosophes et informaticiens la rejettent. Ils soutiennent que Penrose comprend mal le théorème de Gödel, ou que l'intuition mathématique humaine est elle-même une sorte de calcul qui semble seulement non algorithmique. Le débat continue, non résolu, encore aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire classée en faveur de Penrose. C'est un point de départ contesté, dont dépend tout le reste de l'édifice. Si Penrose se trompe ici, la théorie entière perd son fondement. Il faut le garder à l'esprit tout au long de ce qui suit. Mais Penrose, lui, était convaincu. Et si l'esprit n'est pas un ordinateur, alors qu'est-il? Quel genre de physique pourrait soutenir des processus non calculables? C'est ici que l'histoire prend son tournant étrange. Penrose a regardé le paysage de la physique et n'a vu qu'un seul domaine où quelque chose de véritablement non calculable pourrait se produire. La mécanique quantique. Plus précisément, le processus par lequel un système quantique, dans une superposition d'états, s'effondre en un unique état défini au moment de la mesure. Ce processus, parfois appelé l'effondrement de la fonction d'onde, n'a jamais été pleinement expliqué. Dans la théorie quantique standard, l'effondrement est soit ignoré, tu calcules les probabilités et tu passes à autre chose, soit interprété de diverses manières. Les mondes multiples. Les ondes pilotes, proposées par le physicien français Louis de Broglie, où une particule est guidée par une onde réelle qui lui dit où aller. Les approches fondées sur la décohérence. Mais Penrose a remarqué qu'aucune de ces interprétations n'explique réellement ce qui se passe physiquement
quand une superposition se résout. La mathématique décrit les probabilités. Elle ne décrit pas le moment du choix. Penrose a proposé que l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas seulement un problème d'interprétation. C'est un véritable événement physique qui se produit quand un certain seuil est atteint. Ce seuil, a-t-il suggéré, est lié à la gravité. Quand une superposition quantique implique une différence dans le champ gravitationnel, quand les deux états superposés ont des courbures d'espace-temps légèrement différentes, l'univers ne peut pas soutenir l'ambiguïté indéfiniment. À un point critique, la superposition se réduit spontanément à l'un ou l'autre état. C'est la réduction objective. L'effondrement se produit de lui-même, non à cause d'une mesure ou d'une observation, mais à cause de la géométrie de l'espace-temps. Et voici l'affirmation clé. Penrose croit que cette réduction objective est non calculable. Le résultat n'est déterminé par aucun algorithme. Il est influencé par quelque chose de plus profond, quelque chose de lié à la structure mathématique de la réalité elle-même. Laisse cela se déposer un moment. Si Penrose a raison, alors l'univers contient une source intégrée de comportements non algorithmiques. L'auto-effondrement gravitationnel des superpositions quantiques. Et si l'esprit humain est lui aussi non algorithmique, si notre capacité à l'intuition mathématique ne peut pas être réduite au calcul, alors peut-être que les deux sont reliés. Peut-être que la conscience exploite précisément ce trait de la mécanique quantique. Mais où, dans le cerveau, des effets quantiques seraient-ils pertinents? Le cerveau est chaud, biologique, chaotique. La cohérence quantique, cette propriété délicate qui permet aux particules d'exister en superposition, est notoirement fragile. Elle survit en laboratoire, à des températures proches du zéro absolu, dans des systèmes isolés, protégés de toute interférence de l'environnement. Le cerveau est à 37 degrés, saturé de molécules d'eau qui s'agitent et vibrent, imprégné du bruit électromagnétique de 100 milliards de neurones qui tirent en se chevauchant. La vision standard veut que toute cohérence quantique y soit détruite en une fraction infime de seconde, bien trop vite pour avoir le moindre effet sur la pensée. Retiens cette objection. Elle reviendra, et c'est la plus sérieuse de toutes. C'est ici que Stuart Hameroff est entré dans l'histoire. En cherchant pourquoi les anesthésiques éteignent la conscience, Hameroff avait remarqué que ces substances chimiquement si diverses partageaient une propriété. Elles semblaient toutes se lier à certaines structures à l'intérieur des cellules. Plus précisément, elles se fixaient dans les régions hydrophobes, des protéines, des poches huileuses, où l'eau ne peut pas pénétrer. Et les structures protéiques les plus marquantes, contenant ces poches hydrophobes, étaient les microtubules. Les microtubules sont des échafaudages cylindriques à l'intérieur des cellules. Ils sont faits d'une protéine appelée tubuline, qui existe dans deux états de configuration. Appelons-les A et B. Chaque microtubule est un tube creux d'environ 25 nanomètres de diamètre, composé de 13 colonnes d'unités de tubuline disposées en un réseau hélicoïdal. On les trouve partout dans le corps. Chaque cellule les utilise pour son support structurel, pour le transport de sa cargaison, pour la mécanique de la division cellulaire. Dans les neurones, ils sont particulièrement abondants, formant le squelette interne des axones et des dendrites, ces longues projections qui portent les signaux vers le neurone et depuis lui. Pendant des décennies, les biologistes ont traité les microtubules comme une infrastructure passive, un échafaudage, des rails pour que des moteurs moléculaires y marchent. Mais Hameroff les soupçonnait d'être quelque chose de plus. Il a regardé les unités de tubuline qui composent les microtubules et y a vu un candidat pour le calcul. Chaque unité pouvait exister dans l'un de deux états de configuration. Elles étaient disposées en un réseau régulier. Elles influençaient leurs voisines par couplage électrique et mécanique. En principe, cette structure pourrait traiter de l'information, non par les motifs de décharge neuronale, mais par des cascades de changements de configuration à l'intérieur du microtubule lui-même. Ce serait une sorte de calcul se déroulant sous le niveau de la synapse, à l'intérieur du neurone. Mais Hameroff est allé plus loin. Il a remarqué que les poches hydrophobes à l'intérieur de la tubuline, les mêmes poches où les anesthésiques semblent se lier, étaient des régions où des effets quantiques pourraient survivre. Les régions hydrophobes sont à l'abri de l'eau. Or, l'eau est la grande destructrice de la cohérence quantique, parce que son agitation moléculaire constante fournit le bruit d'environnement qui fait décohérer les superpositions. Mais dans une poche hydrophobe, ce bruit pourrait être réduit. Les états quantiques pourraient persister assez longtemps pour compter. Hameroff a proposé que les unités de tubuline pouvaient exister
en superposition quantique de leurs états de configuration, simultanément A et B, jusqu'à ce que quelque chose les force à se réduire à l'un ou à l'autre. Le traitement de l'information dans les microtubules ne serait pas un calcul classique, ce serait un calcul quantique. Il faut passer un moment avec cette structure, parce qu'elle est au centre de tout. Le microtubule n'est pas bien connu en dehors de la biologie cellulaire. La plupart des gens, s'ils en ont entendu parler, le voient comme une sorte de squelette cellulaire, un échafaudage passif qui tient la forme de la cellule. Ce n'est pas faux, mais c'est radicalement incomplet. Les microtubules comptent parmi les structures les plus remarquables du monde biologique. Ils sont dynamiques, précisément organisés, riches en calculs, et centraux à presque chaque processus qui fait d'une cellule une cellule. Un microtubule est un cylindre creux d'environ 25 nanomètres de diamètre, environ 400 fois plus fin qu'un cheveu humain. Il est composé de tubuline, qui vient en deux formes proches, l'alpha et la bêta. Ces deux formes se lient pour créer une unité en deux parties, la brique de base du microtubule. Ces unités s'empilent bout à bout pour former de longues chaînes. 13 de ces chaînes s'enroulent en hélices les unes autour des autres pour former la paroi cylindrique du microtubule. Les nombres comptent. 25 nanomètres, 13 chaînes. Ce ne sont pas des hasards. La symétrie d'ordre 13 du microtubule se retrouve dans presque tous les organismes, de la levure à l'humain. Pourquoi 13 ? Personne ne le sait avec certitude, mais le nombre semble optimal pour la stabilité, la flexibilité et le genre de traitement de l'information que Hameroff croit s'y produire. Chaque unité de tubuline peut exister dans plusieurs états de configuration. Le modèle le plus simple traite cela comme un interrupteur binaire. L'unité est soit dans l'état A, soit dans l'état B, selon la position d'un électron mobile à l'intérieur de la protéine. Ces états ne sont pas seulement structurels. Ils sont fonctionnels. La configuration d'une unité affecte ses interactions avec ses voisines, avec les protéines motrices qui marchent le long de la surface du microtubule, avec les molécules de signalisation qui s'y lient. Un changement de configuration se propage. Il influence les états des unités adjacentes. Des motifs ondulent à travers le réseau. C'est le fondement de la proposition de Hameroff, selon laquelle les microtubules peuvent calculer. Chaque unité est un bit. Le réseau est un processeur. Les règles par lesquelles les unités voisines s'influencent mutuellement constituent une sorte d'automate cellulaire. Une structure de calcul ou de simples règles locales donne naissance à un comportement global complexe. Hameroff a comparé le calcul microtubulaire à des automates cellulaires comme le jeu de la vie de Conway, où un comportement richement structuré émerge de l'interaction de simples interrupteurs suivant de simples règles de voisinage. Mais le calcul classique ne suffit pas à la théorie. Le calcul classique, si complexe soit-il, reste algorithmique. Il peut être simulé sur une machine de Turing. Si les microtubules n'étaient que des automates cellulaires classiques, ils ne résoudraient pas le problème de Penrose. L'esprit serait encore calculable. L'affirmation de Hameroff est que le calcul est quantique. Les unités de tubuline ne basculent pas simplement entre l'état A et l'état B. Elles existent en superposition quantique des deux états à la fois. L'électron dont la position détermine la configuration n'est pas localisé. Il est étalé, occupant plusieurs positions à la fois, correspondant à plusieurs configurations à la fois. Cette superposition n'est pas métaphorique. C'est le même genre de superposition qui gouverne le comportement des particules dans les expériences de physique quantique. Prends un neurone et regarde-le vraiment. L'image classique est celle d'un corps cellulaire d'où jaillit une toile de vrille ramifiée, des dendrites qui se tendent pour recevoir les signaux d'autres neurones, et un long axone qui s'étire au loin pour transmettre les signaux plus avant. Qu'est-ce qui tient ces structures fragiles en forme? Qu'est-ce qui guide le trafic des molécules depuis le corps cellulaire jusqu'à la pointe lointaine de l'axone? Un voyage qui, dans certains neurones, peut s'étendre sur 1 mètre ou plus. Qu'est-ce qui partitionne l'intérieur de la cellule en régions fonctionnelles? La réponse, dans chaque cas, ce sont les microtubules. Ce sont eux, les câbles porteurs et les voies de circulation de la cellule vivante. Le long de leur surface, de minuscules protéines motrices marchent littéralement, pas à pas, portant des cargaisons vers les extrémités du neurone, comme des porteurs sur un sentier de montagne. Pendant la division cellulaire, ce sont les microtubules qui saisissent les chromosomes
et les tire vers les pôles opposés de la cellule. Ils s'assemblent et se désassemblent en permanence, s'allongeant et se rétractant, dans une danse d'une précision stupéfiante. Loin d'être l'échafaudage mort que la biologie classique voyait, ils sont parmi les machines les plus actives et les plus organisées de tout le vivant. Et c'est cette organisation qui a attiré Amerhof. Un système fait de milliers d'unités identiques, disposées en un réseau régulier, chacune capable de basculer entre deux états et d'influencer ses voisines, ce n'est pas seulement un support structurel, c'est la description d'un dispositif de traitement de l'information. La question qu'il a posée n'était pas farfelue en elle-même, elle était même naturelle. Si tu voulais concevoir un ordinateur à l'intérieur d'une cellule, tu aurais du mal à trouver un meilleur candidat que cette architecture cristalline, répétée des milliards de fois dans chaque neurone. Le pas audacieux, le pas contesté, ne fut pas de dire que les microtubules traitent l'information. Ce fut de dire qu'ils la traitent quantiquement. Maintenant, mets cela à l'échelle. Imagine non pas une unité en superposition, mais des milliers, des millions. Imagine les superpositions d'unités adjacentes devenant intriquées, corrélées de telle façon qu'elles doivent s'effondrer ensemble. Imagine cette intrication s'étendant à travers le réseau du microtubule, reliant les unités à travers toute la structure. Imagine la même intrication s'étendant à d'autres microtubules dans le même neurone, et peut-être à des microtubules dans les neurones voisins, connectés par des jonctions qui permettent une communication électrique directe, et peut-être quantique. Ce que tu imagines, c'est un ordinateur quantique. Non bâti de circuits supraconducteurs près du zéro absolu, mais bâti de polymères de protéines à l'intérieur de cellules vivantes, à la température du corps. Un ordinateur quantique dont la puissance de calcul écrase tout ce que des neurones classiques pourraient atteindre. Un ordinateur quantique dont les sorties ne sont déterminées par aucun algorithme, parce que le moment de l'effondrement, le moment où les superpositions se résolvent en état défini, est gouverné par la réduction objective de Penrose. Un processus que Penrose croit fondamentalement non calculable. C'est le cœur de la théorie. En 1992, les deux hommes se sont rencontrés. En 1994, ils avaient publié la première version de la réduction objective orchestrée. Le nom encode les affirmations clés. La réduction objective, c'est l'effondrement des superpositions induit par la gravité, selon Penrose. Le mot orchestré renvoie à la proposition de Amerhof, selon laquelle les microtubules coordonnent leurs états quantiques. Que les unités ne s'effondrent pas au hasard, mais selon un motif synchronisé, guidé par la géométrie du réseau. Cette orchestration, suggère-t-il, est ce qui produit une expérience consciente unifiée, plutôt qu'un chaos de micro-événements déconnectés. Représente-toi cela ainsi. Imagine des millions d'unités de tubulines à travers des milliers de microtubules dans un seul neurone. Chaque unité dans une superposition d'états. Ces superpositions sont intriquées, connectées de telle façon qu'elles doivent s'effondrer ensemble. L'état quantique évolue, explore un vaste espace de possibilités simultanément. Puis, quand un seuil critique est atteint, quand l'auto-énergie gravitationnelle des états superposés franchit la limite de réduction de Penrose, le système entier s'effondre d'un coup. Un moment d'expérience consciente se produit. Ce n'est pas la conscience comme propriété émergente d'un calcul complexe. C'est la conscience comme trait fondamental de la réalité, inscrit dans la structure gravitationnelle quantique de l'univers, accédant à lui-même à travers l'architecture délicate des microtubules biologiques. Laisse-moi essayer encore de te donner une sensation de cela. Sur la vision standard, la conscience est ce qui arrive quand un cerveau devient assez compliqué. C'est une sortie, un effet secondaire, un épiphénomène dans lequel l'évolution est tombée par hasard parce qu'il aidait à survivre. Sur la théorie Orc-OR, la conscience est une entrée. Elle est déjà là dehors, tissée dans la trame de l'espace-temps lui-même, et le cerveau est une antenne, un récepteur accordé pour capter l'expérience consciente depuis le niveau quantique de la réalité. La différence n'est pas subtile. Si la conscience est une sortie, alors quand le cerveau meurt, la conscience prend simplement fin. Il n'y a rien à continuer. Mais si le cerveau capte la conscience au lieu de la fabriquer, s'il est une fenêtre et non une usine, alors ce qui se passe à l'instant de la mort cesse d'être évident. Penrose a été prudent quant aux implications pour la survie après la mort. C'est un physicien, pas un mystique. Et il sait à quelle vitesse de telles spéculations peuvent discréditer un travail scientifique sérieux.
Mais l'architecture de la théorie permet la spéculation d'une façon que la neuroscience standard ne permet pas. Hameroff, lui, a été moins prudent dans les entretiens. Nous reviendrons à ses implications. Mais d'abord, nous devons affronter l'objection la plus redoutable, et elle est formidable. L'objection la plus immédiate est celle que j'ai mentionnée plus tôt. Le cerveau est trop chaud. La cohérence quantique est une fleur fragile qui meurt dans les environnements chauds. Le terme technique est la décohérence. Le processus par lequel les superpositions quantiques se dissolvent en mélange classique à travers l'interaction avec l'environnement. Des calculs effectués dans les années 1990, le plus célèbrement par le physicien Max Tegmark, ont suggéré que toute superposition quantique dans un microtubule décohérerait en environ 1/10 de milliardième de seconde. Les processus conscients prennent des dizaines ou des centaines de millisecondes. Les échelles de temps ne correspondaient pas. Non d'un facteur 10, d'un facteur de 1000 milliards. Pour beaucoup de physiciens, c'était la fin de l'histoire. La théorie était morte à l'arrivée. La cohérence quantique dans le cerveau était impossible, et donc la conscience quantique était impossible. Il faut être clair là-dessus, parce que c'est le point où la plupart des scientifiques descendent du train. Ce n'est pas une objection que l'on peut balayer d'un revers de main, ni écarter en accusant les critiques de manquer d'imagination. C'est une objection sérieuse. Si la cohérence quantique ne peut pas survivre dans le cerveau assez longtemps pour faire un travail de calcul, alors la théorie s'effondre, quelle que soit l'élégance de sa mathématique. Tegmark ne se trompait pas dans ses calculs. La question est de savoir si ces calculs supposaient le bon environnement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les années qui ont suivi le calcul de Tegmark, quelque chose d'inattendu a été découvert. La cohérence quantique a été trouvée dans des systèmes biologiques fonctionnant à la température du corps. Non dans un cadre théorique exotique, mais dans des expériences, dans des revues, dans des conditions que la physique classique disait impossibles. La première grande découverte est venue de la photosynthèse. Les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie chimique par un processus qui commence quand un photon frappe une molécule de chlorophylle. L'énergie de ce photon doit ensuite voyager à travers un réseau de complexes moléculaires pour atteindre un centre de réaction où elle peut être capturée et stockée. La physique classique prédit que ce transfert d'énergie devrait être lent et inefficace. L'énergie devrait rebondir au hasard à travers le réseau, en perdant une grande partie en chaleur en chemin. Mais en 2007, une équipe menée par Graham Fleming, à l'Université de Californie à Berkeley, a découvert quelque chose de remarquable. Le transfert d'énergie était trop rapide, trop efficace. L'énergie du photon ne rebondissait pas au hasard. Elle explorait plusieurs chemins simultanément, trouvant la route optimale vers le centre de réaction, avec une efficacité que seule la mécanique quantique pouvait expliquer. Le complexe photosynthétique maintenait une cohérence quantique bien plus longtemps que quiconque avait cru possible. Et cela arrivait dans un environnement biologique chaud et humide. Le même genre d'environnement qui, selon Tegmark, devait détruire la cohérence en une fraction infime de seconde. Des résultats semblables ont suivi. Des effets quantiques ont été trouvés dans la navigation des oiseaux. Les oiseaux migrateurs qui utilisent le champ magnétique terrestre semblent s'appuyer sur l'intrication quantique dans des protéines de leurs yeux. L'effet tunnel quantique a été identifié dans la catalyse enzymatique, des protéines accélérant des réactions chimiques par des processus que la chimie classique ne pouvait pas expliquer. Le nouveau domaine de la biologie quantique était né. Or, il faut être précis ici, parce que c'est le genre de point qu'un enthousiasme mal placé aime déformer. Rien de tout cela ne prouve la théorie Orc-Or. La photosynthèse n'est pas la conscience. La navigation des oiseaux n'est pas la conscience. Ce que ces découvertes établissent est plus étroit, mais réel. La biologie et la mécanique quantique ne sont pas ennemies. La vie n'annule pas automatiquement tous les effets quantiques. Dans certains cas, elle semble les exploiter. Cela ne prouve pas que les microtubules calculent quantiquement. Cela retire seulement l'objection la plus forte. Les poches hydrophobes que Hameroff avait pointées étaient semblables, par leur caractère, aux sites où des effets quantiques ont été trouvés dans d'autres systèmes biologiques. Les calculs théoriques, qui écartaient la cohérence quantique dans les microtubules, avaient supposé un environnement maximalement hostile. Mais la biologie, semblait-il, avait appris à protéger les états quantiques de la décohérence. Il vaut la peine de s'attarder sur la photosynthèse, parce que c'est l'exemple qui a le plus ébranlé la certitude des sceptiques.
Quand un photon de lumière solaire frappe une molécule de chlorophylle dans une feuille, il excite un électron, et l'énergie de cet électron doit ensuite voyager jusqu'à un centre de réaction où elle sera moissonnée pour le travail chimique. Le chemin n'est pas direct. Il y a de nombreuses routes possibles à travers le complexe moléculaire. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que l'électron effectuait une marche au hasard, rebondissant d'une molécule à l'autre jusqu'à tomber par chance sur la bonne destination. Ce processus devrait être inefficace. Une grande partie de l'énergie devrait se perdre en chaleur avant l'arrivée. Mais en 2007, l'équipe de Graham Fleming à Berkeley, en utilisant une spectroscopie laser ultra rapide, a trouvé des indices que l'électron ne fait pas de marche au hasard. Il explore plusieurs chemins simultanément, en superposition quantique, et interfère avec lui-même pour trouver la route la plus efficace. L'électron se comporte comme une onde, non comme une particule. Il ne cherche pas la sortie en tâtonnant dans le noir. Il essaie toutes les portes à la fois et emprunte celle qui mène le plus vite à destination. Et ce comportement ondulatoire persistait des centaines de fois plus longtemps que les estimations naïves de décohérence ne l'autorisaient. Dans une feuille, à la température du jardin, sous le soleil ordinaire d'un après-midi. C'est cela qui a changé la conversation. Non parce que la photosynthèse serait consciente, elle ne l'est évidemment pas, mais parce qu'elle prouvait un point critique. Le monde biologique n'est pas automatiquement classique. La vie n'aplatit pas systématiquement tous les effets quantiques en une bouillie thermique. Dans certains cas, la vie a trouvé le moyen de les exploiter, à des échelles et des températures que les physiciens croyaient interdites. Les feuilles au-dessus de ta tête, en ce moment même, pourraient bien faire tourner un petit calcul quantique chaque fois qu'un rayon les frappe. Si la nature a appris ce tour dans une feuille, la question n'était plus de savoir si elle pouvait le faire, mais si elle l'avait fait ailleurs. Et le mot « ailleurs » incluait, peut-être, l'intérieur de tes propres neurones. Depuis, des preuves plus directes ont commencé à s'accumuler, même si chacune reste contestée. En 2013, Amroff et ses collègues ont rapporté des indices expérimentaux que les anesthésiques affectent l'activité des microtubules. Plus précisément, ils ont trouvé que la liaison des anesthésiques à la tubuline altérait les propriétés quantiques de la protéine, amortissant les vibrations quantiques que la théorie prédisait comme essentielles à la conscience. C'était une preuve indirecte, mais elle pointait dans la bonne direction. En 2022, des physiciens du Trinity College de Dublin, menés par Christian Kerskens, ont publié une étude détectant des processus quantiques dans le cerveau humain, à l'aide de techniques d'imagerie par résonance magnétique sensibles à la dynamique des spins des protons. Ils ont trouvé des signaux qui semblaient médiés par l'intrication quantique, des corrélations qui ne pouvaient pas être expliquées classiquement. Les chercheurs ont été prudents. Ils n'ont pas prétendu avoir prouvé la théorie, mais ils ont conclu que la cohérence quantique dans le cerveau n'était pas seulement possible, mais apparemment réelle. En 2014, une équipe menée par Anirban Bandyopadhyay, à l'Institut national des sciences des matériaux au Japon, a publié des résultats qui ont fait des vagues. Le groupe a étudié les propriétés électriques de microtubules isolés, assemblés en laboratoire, hors des cellules vivantes. Ils ont trouvé que les microtubules conduisent l'électricité d'une façon que la physique classique seule ne peut pas expliquer. La conduction montrait des signatures de comportements quantiques cohérents, des résonances à des fréquences précises. Plus frappant encore, ces effets persistaient à température ambiante. Non à des températures cryogéniques. À température ambiante, les conditions chaudes et humides que les critiques disaient devoir détruire la cohérence quantique. Il faut insister sur la prudence ici, parce que c'est exactement le genre de résultats qu'on peut être tenté de surinterpréter. Ces résultats sont controversés. D'autres laboratoires ont eu du mal à les reproduire. Les mesures sont techniquement difficiles, et l'interprétation est disputée. Ils ne prouvent rien à eux seuls, mais ils existent. Ils sont publiés dans des revues à comité de lecture. Ils suggèrent, au minimum, que la question de la cohérence quantique dans les microtubules n'est pas réglée. Les critiques qui affirment que la décohérence exclut définitivement la théorie pourraient se tromper. En 2020, une autre pièce est apparue. Une équipe de l'Université de Californie à Santa Barbara, menée par le physicien Matthew Fisher, a proposé que le cerveau pourrait utiliser l'intrication quantique pour traiter l'information, mais non dans les microtubules. Le mécanisme de Fisher implique les spins nucléaires d'atomes de phosphore, omniprésents dans les molécules biologiques,
et qui ont des temps de cohérence extraordinairement longs parce qu'ils sont si faiblement couplés à leur environnement. La proposition de Fisher est distincte de la théorie Orc-Or, mais elle partage une prémisse cruciale, que le cerveau pourrait être un dispositif quantique, que l'argument naïf de la décohérence pourrait manquer quelque chose d'important. Le paysage se déplace. Ce qui était écarté comme impossible en l'an 2000 est maintenant traité comme une question ouverte. Mais il faut garder la mesure exacte de ce déplacement. La porte que Tegmark croyait avoir fermée n'est pas grande ouverte. Elle est entrebâillée. Les expériences sont difficiles. Les signaux sont faibles. L'interprétation est contestée. Et l'immense majorité des neuroscientifiques continue de considérer que la conscience est un produit du calcul neuronal classique, que la mécanique quantique est sans pertinence à l'échelle des neurones. La théorie n'a pas été confirmée. Elle a seulement survécu plus longtemps que ses critiques ne s'y attendaient. C'est une distinction importante, et il faut la tenir fermement avant d'aller plus loin, parce que la suite touche à la question la plus lourde de toutes, celle de la mort. La photosynthèse n'était pas un cas isolé. Prends les oiseaux migrateurs. Le rouge-gorge européen traverse des milliers de kilomètres en s'orientant sur le champ magnétique de la Terre, un champ si faible qu'aucun instrument grossier ne pourrait s'y fier. Comment un oiseau le lit-il? La proposition la plus étayée est un mécanisme quantique. Quand la lumière frappe certaines molécules dans l'œil de l'oiseau, elle crée des paires d'électrons dont les spins sont intriqués. Le champ magnétique terrestre, si faible soit-il, incline légèrement l'orientation relative de ces spins, ce qui modifie la chimie qui suit, ce que le cerveau de l'oiseau lit comme une direction. Ce mécanisme exige que l'intrication quantique persiste assez longtemps pour que le champ fasse son travail. Bien plus longtemps, là encore, que les estimations naïves ne le permettaient. Et pourtant, les preuves s'accumulent que c'est exactement ce qui se passe. L'oiseau est un navigateur quantique, portant dans son œil une boussole plus subtile que tout ce que l'humanité a bâti. Puis, il y a les enzymes, ces protéines qui accélèrent les réactions chimiques par des facteurs d'1 million ou plus. L'explication classique veut qu'elles abaissent la barrière d'énergie d'une réaction en orientant correctement les réactifs. Mais de plus en plus de preuves suggèrent que certaines enzymes atteignent leur vitesse prodigieuse par l'effet tunnel quantique, le processus par lequel une particule traverse une barrière d'énergie qu'elle ne pourrait pas, classiquement, franchir. La particule ne passe pas par-dessus l'obstacle. Elle passe à travers, exploitant sa nature ondulatoire pour se retrouver de l'autre côté d'un mur qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir escalader. À l'instant où tu lis ceci, des milliards d'enzymes dans ton propre corps digèrent, réparent et construisent en trichant ainsi avec les lois classiques. Le nouveau domaine de la biologie quantique était né. Et il faut le redire, parce que c'est précisément le point qu'un enthousiasme mal placé aime déformer. Rien de tout cela ne prouve la théorie Orc-Or, la photosynthèse, la navigation des oiseaux, la catalyse enzymatique ne sont pas la conscience. Ce ne sont pas des indices que les microtubules calculent quantiquement. Ce qu'elles établissent est plus étroit, mais bien réel. Elles ont retiré à l'objection de Tegmark son caractère décisif. Elles ont montré que la phrase « le cerveau est trop chaud pour le quantique » n'est pas la fin de la discussion qu'on croyait. Le mur que Tegmark avait dressé n'était pas aussi haut ni aussi lisse qu'il le paraissait. Mais un mur abaissé n'est pas une porte franchie. Avant d'y arriver, il faut mesurer ce qui est en jeu, parce que les deux issues mènent à des univers très différents. Si la théorie est fausse, si la conscience est purement classique, si la mécanique quantique ne joue aucun rôle dans la cognition, alors le cerveau est en principe simulable. Il peut être d'une complexité vertigineuse. Il peut falloir des siècles pour le comprendre pleinement. Mais il n'y a aucune barrière fondamentale à la création d'une conscience artificielle, aucun mystère profond au-delà de notre portée éventuelle. Le problème difficile n'est pas résolu, mais il est peut-être soluble par une neuroscience future qui cartographierait les corrélats classiques de l'expérience avec assez de précision. Si la théorie est juste, si la conscience naît d'une réduction objective gravitationnelle quantique, alors quelque chose de très différent s'ensuit. La conscience devient liée au niveau le plus profond de la réalité physique. Elle devient non calculable, à jamais hors de portée de tout algorithme. L'intelligence artificielle, si sophistiquée soit-elle, reste inconsciente, à moins de reproduire d'une façon ou d'une autre les processus quantiques des neurones biologiques. Et la nature de la mort,
la question de ce qui arrive quand le cerveau cesse de fonctionner devient véritablement ouverte. Prends cette bifurcation au sérieux, parce qu'elle touche à quelque chose que beaucoup de gens espèrent, le rêve de l'immortalité numérique. Téléverser sa conscience dans le nuage, vivre pour toujours comme un motif d'information. Si la conscience est un logiciel, un motif d'activité qui pourrait en principe être instancié dans n'importe quel substrat assez complexe, alors ce rêve est cohérent. Téléverse le motif dans un ordinateur, et l'ordinateur serait conscient. Copie le motif, et tu aurais deux consciences. Efface le motif, et la conscience cesserait simplement. La théorie hors corps rejette cette vision. La conscience, dans le cadre de Penrose et Hameroff, n'est pas un logiciel. Elle ne peut pas être abstraite de son substrat physique. Elle naît spécifiquement d'événements gravitationnels quantiques dans les microtubules. Des événements qui dépendent de la structure moléculaire précise des protéines de tubuline, de la cohérence quantique soutenue par certains électrons, de l'interface entre le biologique et le physique à des échelles que nous commençons à peine à comprendre. Cela veut dire que la conscience ne peut pas être téléversée, elle ne peut pas être copiée, elle ne peut pas être simulée par un ordinateur classique, si puissant soit-il. L'esprit n'est pas un programme, c'est un processus. Un processus qui se déroule dans un substrat physique précis, selon des lois qui incluent, de façon cruciale, la dynamique mystérieuse de la réduction de l'état quantique. Certains trouveront cette conclusion limitante. Le rêve de l'immortalité numérique s'évapore si la théorie est vraie. Mais d'autres la trouveront étrangement réconfortante. Elle veut dire que tu n'es pas remplaçable. Elle veut dire que ta conscience n'est pas un calcul générique qui pourrait tourner n'importe où, sur n'importe quel substrat, dans n'importe quel monde possible. Elle veut dire qu'il y a quelque chose d'irréductiblement spécifique dans le fait d'être toi. Quelque chose lié à l'arrangement particulier de molécules, dans ton cerveau particulier. Quelque chose qui ne pourrait exister sous aucune autre forme. Tu n'es pas interchangeable. Tu n'es pas duplicable. Tu es, en un sens physique profond, unique. Bien sûr, cette affirmation est elle aussi controversée. De nombreux chercheurs en intelligence artificielle la rejettent comme un mysticisme romantique, une tentative désespérée de préserver une singularité humaine face à des machines qui dépassent rapidement les capacités humaines. Si une machine se comporte comme si elle était consciente, disent-ils, alors à toute fin pratique, elle est consciente. Le comportement est la seule preuve dont nous disposons. La réponse de Penrose vient de Gödel. Une machine qui fonctionne par des algorithmes fixes, si complexes soient-elles, est bornée par les théorèmes d'incomplétude. Il y a des vérités qu'elle ne peut pas atteindre. Les mathématiciens humains peuvent voir ces vérités. Cette capacité, soutient Penrose, ne peut pas être algorithmique. Mais rappelle-toi que ce point de départ est justement celui que ces critiques contestent le plus. Le débat reste ouvert. Il y a une conséquence de tout ceci que la théorie tire et qui mérite d'être posée clairement, même si elle est parmi les plus troublantes. Où réside la conscience? Sur la vision standard, la réponse est simple. Elle est localisée dans le cerveau, dans les réseaux de neurones qui traitent l'information, contenue dans le coffre osseux du crâne. Endommage le cerveau, et la conscience est altérée. Détruis-le, et elle prend fin. La théorie complique ce tableau. Si les moments de conscience sont des réductions objectives, et si ces réductions sont des événements dans la géométrie de l'espace-temps, à son échelle la plus fine, alors elles ne se produisent pas seulement dans le cerveau. Elles se produisent dans l'espace-temps lui-même. Cette échelle la plus fine, ce que les physiciens appellent l'échelle de Planck, n'est localisée nulle part en particulier. Elle est partout. C'est le substrat sous tout espace, le fondement granulaire sur lequel repose la géométrie continue de la relativité générale. Le cerveau reste le lieu du processus biologique, le site où les microtubules soutiennent les états cohérents, l'organe qui orchestre les réductions. Mais les réductions elles-mêmes toucheraient un niveau de réalité plus profond que tout emplacement spatial particulier. Il faut être prudent pour ne pas mal comprendre cette idée, car elle est subtile et facile à déformer. Cela ne veut pas dire que la conscience flotte librement, désincarnée, répandue à travers l'univers. Le cerveau reste nécessaire, les microtubules restent nécessaires. Les structures biologiques précises qui soutiennent la cohérence quantique sont les conditions pour que la conscience surgisse. Mais une fois surgie, elle serait connectée à quelque chose qui n'est pas borné par le cerveau. Elle toucherait le niveau le plus fondamental de la physique. Le cerveau orchestre, il accorde, il façonne, mais l'ingrédient fondamental,
la matière première dont l'expérience est faite, existerait indépendamment de tout cerveau particulier. C'est proche de ce que les philosophes appellent le panpsychisme, mais ce n'est pas tout à fait cela. La théorie ne dit pas que chaque particule ressent quelque chose. Elle dit que le potentiel de la conscience est inscrit dans la physique de l'univers, et que seules certaines structures, sous certaines conditions, le convertissent en expérience réelle. Est-ce vrai? Personne ne le sait. C'est peut-être l'intuition la plus profonde de toute la théorie, ou son excès le plus grand. Rien, à ce jour, ne permet de trancher. Mais l'idée mérite d'être comprise pour ce qu'elle est, avant d'être acceptée ou rejetée. Maintenant, la question que personne ne veut poser trop fort, mais que tout le monde se pose en secret. Qu'arrive-t-il quand l'antenne se casse pour de bon? Il faut aborder cette partie avec des pincettes, parce que c'est là que la théorie quitte le terrain solide de la physique pour entrer dans la spéculation. Et il faut le dire nettement, dès le départ, rien de ce qui suit n'est prouvé. Rien de ce qui suit n'est admis par la science. C'est une porte que la théorie entr'ouvre, non une réponse qu'elle apporte. Sur la vision standard, la réponse est simple et définitive. La conscience est un produit de l'activité cérébrale. Quand l'activité cérébrale cesse, la conscience cesse. La mort est la fin de l'expérience, la fin de celui qui observe, la fin de l'histoire. Il n'y a rien qui survit, parce qu'il n'y a jamais eu rien de séparé des processus physiques du cerveau qui puisse survivre. Cette vision est nette, économe, et pour beaucoup de gens, profondément insatisfaisante. Mais l'insatisfaction n'est pas un argument scientifique. La théorie hors corps offre quelque chose de différent. Non l'immortalité au sens religieux, non une âme qui flotte libre du corps, mais quelque chose de plus étrange, une possibilité qui émerge directement de la physique, si la physique est correcte. Pour comprendre ce que la théorie implique au sujet de la mort, il faut comprendre ce que Penrose croit au sujet de l'information dans les systèmes quantiques. Quand une superposition quantique subit la réduction objective, quand elle s'effondre, l'information encodée dans cette superposition ne s'évanouit pas simplement. Dans la formulation de Penrose, l'effondrement est un événement dans la géométrie de l'espace-temps elle-même, et dans ce changement, l'information n'est pas effacée. Elle est, en un sens, inscrite dans la trame de l'espace-temps au moment de l'effondrement. Cela découle d'un des principes les plus profonds de la théorie quantique. L'information quantique n'est jamais vraiment détruite. Brûle un livre, et l'information du livre est perdue, irrémédiablement brouillée, dispersée en chaleur et en cendres. Mais l'information quantique, elle, est conservée, redistribuée, encodée dans les corrélations entre les particules qui ont autrefois interagi. Si les états quantiques dans les microtubules portent de l'information sur l'expérience consciente, que devient cette information quand les microtubules cessent de fonctionner? La suggestion de Hameroff, et je souligne que c'est une suggestion, spéculative, tentative, impossible à prouver avec la technologie actuelle, est que l'information se disperse dans l'univers, encodée dans la géométrie de l'espace-temps, préservée sous une forme qui n'est plus localisée, qui n'est plus personnelle, mais qui n'est pas non plus anéantie. Ce n'est pas une survie au sens conventionnel. Ce n'est pas une âme qui monte au ciel. Ce n'est pas une réincarnation dans un nouveau corps. C'est quelque chose de plus étrange. La possibilité que l'information constituant ton expérience consciente devienne une part de la structure fondamentale de l'univers. Penrose, lui, tend à esquiver ces implications. C'est un physicien, pas un théoricien de l'au-delà, et il sait à quelle vitesse de telles spéculations peuvent discréditer un travail sérieux. Il ne prétend pas que la théorie prouve l'existence d'un au-delà ou la persistance du soi au-delà de la mort. Il est mathématicien, et les mathématiciens sont entraînés à distinguer ce qu'une théorie implique de ce qu'on aimerait qu'elle implique. Mais la théorie ouvre une porte. Elle crée un espace logique pour des possibilités que la vision standard exclut d'emblée. Il faut tenir les deux choses à la fois. La porte est réelle, dans la logique de la théorie. Et la théorie elle-même n'est pas prouvée. On ne bâtit pas une croyance sur la mort à partir d'une hypothèse contestée. Pour saisir pourquoi la théorie autorise même la question de la survie, il faut comprendre un principe étrange et profond de la physique quantique. L'information n'est jamais vraiment détruite. Prends un livre et brûle-le. Dans le monde classique, l'information qu'il contenait est perdue. Les mots deviennent cendres et fumée, dispersés sans retour possible.
Tu ne pourras jamais reconstruire la page à partir des cendres. C'est l'intuition ordinaire de la destruction, et elle est juste, au niveau classique. Mais la mécanique quantique dit quelque chose de différent et de contre-intuitif. Au niveau le plus fondamental, l'information quantique est conservée. Elle n'est jamais effacée, seulement redistribuée, encodée dans les corrélations entre les particules qui ont autrefois interagi. En principe, si tu pouvais suivre chaque particule de fumée, chaque photon de chaleur émis par le livre en flammes, l'information originale y serait encore, brouillée au-delà de tout usage pratique, mais non anéantie. Les physiciens appellent ce principe l'unitarité, et c'est l'un des piliers les plus solides de toute la théorie quantique. C'est de ce principe que Hameroff tire sa suggestion la plus audacieuse, et il faut la manier avec des gants. Si les états quantiques dans les microtubules portent de l'information sur l'expérience consciente, et si l'information quantique ne peut pas être détruite, alors que devient cette information quand le cerveau s'arrête? Elle ne s'évanouirait pas, elle se disperserait, encodée dans la structure fine de l'espace-temps, sous une forme qui n'est plus localisée, plus personnelle, mais pas anéantie non plus. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la réincarnation. C'est quelque chose de plus étrange et de bien plus modeste dans ses prétentions. Ce n'est même pas une affirmation que quoi que ce soit de ressenti, de subjectif, persiste. La question de savoir s'il reste un effet que cela fait d'être ces motifs dispersés demeure sans réponse. La théorie ne dit pas que tu survis, elle dit seulement que l'information qui te constituait n'est peut-être pas simplement effacée. Entre ces deux affirmations, il y a un gouffre, et l'honnêteté exige de ne jamais le combler avec de l'espérance. Et si le cerveau redémarre? Si le cœur repart? Si les microtubules retrouvent leur cohérence? Si les conditions de la réduction objective orchestrée sont restaurées, alors peut-être, seulement peut-être, une partie de cette information pourrait être rassemblée, réinstanciée, dans les microtubules. Hameroff a suggéré que cela pourrait éclairer quelque chose qui intrigue les chercheurs depuis des décennies. Les expériences de mort imminente. Il faut ici une prudence extrême, parce que c'est le terrain où la théorie sonne le moins comme de la neuroscience et le plus comme de la métaphysique, et où les critiques ont été les plus féroces. Quand des patients sont réanimés après un arrêt cardiaque, après des minutes sans battement de cœur, sans flux sanguin vers le cerveau, certains d'entre eux rapportent des expériences vives, cohérentes, des expériences qui semblent impossibles si la conscience exige un cerveau actif. Ils rapportent flotter au-dessus de leur corps, regarder les efforts de réanimation depuis le plafond. Ils rapportent traverser un tunnel vers une lumière. Ils rapportent des rencontres avec des proches décédés, des sentiments de paix, d'amour, de connexion à quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. Ces récits sont remarquablement cohérents à travers les cultures, à travers les siècles, à travers les traditions religieuses. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler des expériences de mort imminente décrivent les mêmes éléments. Des athées, sans aucune attente d'un au-delà, rapportent les mêmes phénomènes que des croyants dévots. Quelque chose se passe. Mais il faut donner tout leur poids aux explications sceptiques, parce qu'elles sont solides et qu'elles n'exigent aucune nouvelle physique. Ces récits ne prouvent rien. Ce sont des anecdotes, non des données. Ils peuvent s'expliquer par la privation d'oxygène, qui provoque des hallucinations, par la libération d'un flot d'endorphines par le cerveau mourant, par le lobe temporal, privé de son entrée normale, qui engendre l'illusion d'un mouvement à travers l'espace, par l'attente de la mort, qui déclenche des souvenirs et des fantasmes ressentis comme réels sur le moment. Ces explications ne sont pas déraisonnables. Pour l'immense majorité des cas, elles suffisent amplement. La théorie OR ne prouve pas que ces expériences sont réelles. Elle ne prouve pas que la conscience persiste après la mort. Elle fournit seulement un cadre dans lequel une telle persistance devient physiquement concevable. C'est une distinction énorme, et il ne faut jamais la perdre de vue. Concevable n'est pas démontré. Possible n'est pas réel. Il faut aussi voir clairement pourquoi tant de scientifiques rejettent tout ce chapitre. La suggestion que la conscience pourrait survivre à la mort, qu'un aspect du soi pourrait persister dans la géométrie de l'espace-temps, frappe de nombreux chercheurs comme indiscernable d'un vœu pieux religieux, habillé d'un vocabulaire quantique. Et ils ont un argument légitime. On peut toujours draper une vieille espérance humaine dans des mots empruntés à la physique de pointe. Le fait qu'une idée sonne scientifique ne la rend pas scientifique. Mais voici où le prix Nobel de Penrose devient pertinent.
d'une façon qui va au-delà d'un simple gage de crédibilité. Penrose a passé toute sa carrière à démontrer que l'univers est plus étrange que notre intuition ne le suggère. Son travail sur les trous noirs a montré que les singularités, ces points de densité sans limite où les lois de la physique se brisent, ne sont pas des curiosités mathématiques, mais des traits inévitables d'étoiles suffisamment massives qui s'effondrent. Ces pavages non périodiques ont montré que des motifs sans répétition, dotés d'un ordre local parfait, peuvent recouvrir le plan. Des motifs qu'on a plus tard découverts dans de vrais quasi-cristaux, valant un Nobel à un autre chercheur. Encore et encore, Penrose a démontré que la réalité contient des possibilités qui semblent impossibles jusqu'à ce que quelqu'un fasse correctement les mathématiques. La question est de savoir si sa théorie de la conscience est un cas de plus ou un excès, une véritable intuition sur la structure de la réalité qui finira par être confirmée, ou un esprit brillant appliquant ses outils à un problème pour lequel il n'était pas conçu. Personne, aujourd'hui, ne connaît la réponse. Il vaut la peine de rester un instant sur la métaphore de l'antenne, parce qu'elle capture toute la théorie en une seule image, tout en révélant ses limites. Une radio ne crée pas la musique qu'elle joue. La musique existe comme des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace, encodées dans des fréquences que les circuits de la radio sont conçus pour détecter. La radio reçoit le signal, l'amplifie, le convertit en ondes sonores que l'oreille peut entendre. Si tu fracasses la radio, la musique s'arrête. Mais seulement parce que la radio ne reçoit plus. La musique est encore là dehors. Le signal continue de se propager. Le cerveau est-il comme une radio? La conscience est-elle un signal que le cerveau reçoit plutôt qu'il ne l'engendre? C'est la question que la théorie ouvre. Mais il faut immédiatement en marquer les limites, sans quoi la métaphore devient trompeuse. Et Penrose, comme Hameroff, la formulerait avec bien plus de précaution. Dans le cadre de la théorie, il n'y a pas d'émetteur extérieur. La conscience n'est pas transmise depuis un ailleurs. Les événements gravitationnels quantiques, qui constituent les moments conscients, se produisent dans les microtubules. Ils n'arrivent pas de l'extérieur. Il n'y a pas de station émettrice, quelque part dans l'univers, envoyant des pensées vers des cerveaux récepteurs. La métaphore de la radio, prise à la lettre, dit trop. Et pourtant, elle dit aussi quelque chose de juste. Les microtubules accéderaient à un niveau de réalité, cette information protoconsciente, enfouie dans la géométrie de l'espace-temps, qui n'est pas elle-même créée par le cerveau. Le cerveau orchestre, accorde, met en forme. Mais la matière première existerait indépendamment de lui. C'est là toute la nuance. Et c'est une nuance sur laquelle on peut facilement déraper vers le mysticisme si l'on n'y prend pas garde. Le cerveau n'est ni une pure usine, comme le veut la vision standard, ni un simple poste récepteur d'un signal venu d'ailleurs, comme le suggérerait une lecture naïve. Il serait quelque chose entre les deux. Et nous n'avons pas encore de bons mots pour ce quelque chose. C'est pourquoi la métaphore, si séduisante soit-elle, doit être maniée comme un outil fragile et reposer dès qu'elle a fait son travail. Pour répondre à cette question, même provisoirement, il faut revenir à l'affirmation la plus controversée de la théorie et la regarder une dernière fois en face. L'affirmation que la cohérence quantique peut être maintenue dans l'environnement chaud, humide et bruyant du cerveau vivant. Arrête-toi et pense à ce qu'exige la cohérence quantique. Un système quantique maintient sa cohérence quand ses états évoluent de façon ordonnée, quand les superpositions persistent sans s'effondrer. C'est ce qui permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer certains calculs de façon exponentiellement plus rapide que les ordinateurs classiques. Mais la cohérence est fragile, exquisément fragile. La moindre interaction entre le système quantique et son environnement, le moindre photon égaré, la moindre vibration thermique, peut détruire les relations de phase délicates qui rendent le calcul quantique possible. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques les plus avancés du monde fonctionnent à des températures plus froides que l'espace, dans des chambres à vide qui les protègent de la moindre perturbation. Le cerveau humain est l'exact opposé de ces conditions. Il fonctionne à 37 degrés, saturé d'eau, dense en ions et en molécules en mouvement thermique constant. Il crépite d'activité électromagnétique. Par tout calcul naïf, la cohérence quantique dans le cerveau devrait durer une fraction infime de seconde avant d'être détruite. Environ 1000 milliards de fois plus courte que les échelles de temps pertinentes pour l'activité neuronale. C'est l'objection que les physiciens soulèvent le plus souvent, et elle est sérieuse. Elle ne peut pas être écartée par des appels à l'autorité.
Hameroff et Penrose en sont conscients. Ils l'ont abordé dans de multiples articles, proposant des mécanismes par lesquels les microtubules pourraient protéger la cohérence quantique bien plus longtemps que les estimations naïves ne le suggèrent. Le premier mécanisme concerne la structure des microtubules eux-mêmes. L'intérieur d'un microtubule n'est pas simplement du cytoplasme. C'est un environnement hautement ordonné, distinct du bain thermique chaotique de la cellule environnante. Les protéines de tubuline qui forment la paroi créent une cage cylindrique qui pourrait protéger l'intérieur du bruit de l'environnement. Plus important encore, l'arrangement précis des molécules d'eau à l'intérieur du microtubule diffère de celui de l'eau ordinaire. L'eau y forme des structures ordonnées qui pourraient agir comme une sorte de bouclier quantique. Les fluctuations thermiques, qui détruiraient la cohérence dans l'eau ordinaire, pourraient être supprimées dans cet environnement ordonné. Le deuxième mécanisme concerne la physique précise de la protéine. Les états quantiques que la théorie invoque ne sont pas ceux d'atomes ou de molécules entières. Ce sont les états d'électrons individuels dans les poches hydrophobes de la tubuline. Ces électrons sont à l'abri de l'eau par la structure propre de la protéine. Ils se logent dans de minuscules cavités non polaires, où le champ électrique est relativement uniforme, où le bruit thermique est réduit, où les conditions de la cohérence quantique sont plus favorables que partout ailleurs dans la cellule. Pense-y ainsi. Si tu voulais préserver un état quantique délicat dans un environnement hostile, tu concevrais un système à plusieurs couches de protection. Une coque externe pour bloquer les perturbations, une cavité interne aux conditions contrôlées, et une architecture moléculaire précise qui minimise le couplage au mode thermique. La tubuline, soutient Hameroff, fournit exactement cela, non parce qu'elle a été conçue pour le calcul quantique, mais parce que l'évolution, explorant l'espace des protéines possibles sur des milliards d'années, est tombée sur une structure qui, par hasard, possède ces propriétés. Il faut le redire, pour rester honnête. Ce sont des mécanismes proposés, non des mécanismes démontrés. Ce sont des réponses à une objection, non des preuves. La question de savoir si ces protections suffisent, dans un vrai neurone vivant, à préserver la cohérence assez longtemps pour compter, reste entièrement ouverte. Personne n'a mesuré une superposition de tubulines dans un cerveau vivant. La théorie prédit qu'elle devrait y être. La biologie quantique rend l'idée moins absurde qu'elle ne le semblait. Mais moins absurde n'est pas confirmée. Reculons un instant pour voir où cela nous laisse, parce que la conclusion honnête est aussi la plus inconfortable. La plupart des scientifiques qui travaillent sur la conscience n'acceptent pas la théorie hors corps. La vision dominante reste que la conscience est un produit du calcul neuronal classique, que la mécanique quantique est sans pertinence à l'échelle des neurones, que Penrose et Hameroff ont fait des affirmations extraordinaires sans preuves extraordinaires. Il faut le dire sans détour, la théorie est une position minoritaire, un pari audacieux à la marge, non un consensus. Mais la vision dominante a son propre problème, et il est béant. Elle n'a aucune explication de la conscience. Aucune. Elle a des corrélats, des motifs neuronaux qui accompagnent les états conscients. Elle a des mesures, des scanners, qui s'illuminent quand des sujets rapportent des expériences. Mais elle n'a pas de mécanisme. Elle ne peut pas expliquer pourquoi une quelconque de ces activités s'accompagne d'expériences, plutôt que de se dérouler dans le noir. C'est le problème difficile. Et le problème difficile n'est pas résolu. Il ne l'est pas par la neuroscience classique. Il ne l'est pas par la science cognitive. Il ne l'est pas par la philosophie de l'esprit. L'écart explicatif entre les processus cérébraux objectifs et l'expérience subjective est aussi large aujourd'hui qu'il l'était quand Chalmers a nommé le problème il y a 3 décennies. La théorie hors-corps offre un mécanisme. Le mécanisme est peut-être faux, mais au moins c'est un mécanisme. Une proposition physique précise sur la façon dont l'expérience naît de la matière. Et c'est peut-être là sa seule vertu incontestable. Non d'avoir raison, ce que personne ne peut affirmer, mais d'oser proposer une réponse, là où le consensus n'offre qu'un silence poli. Le philosophe Thomas Nagel a posé la question centrale de la façon la plus célèbre en 1974, dans un article qui a façonné les études sur la conscience depuis. Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ? La question semblait simple. Les chauves-souris perçoivent le monde par un sonar biologique. Des ondes sonores rebondissent sur les surfaces et reviennent à leurs oreilles en des motifs qui créent une sorte de carte sonore de leur environnement. Nous pouvons étudier la physique de ce sonar. Nous pouvons mesurer les fréquences, les délais, les voies neuronales qui traitent les signaux de retour.
Nous pouvons décrire en détail exquis comment le cerveau d'une chauve-souris représente le monde. Mais rien de tout cela ne nous dit quel effet cela fait d'être une chauve-souris. Rien ne saisit la qualité subjective de son expérience, la façon dont le monde se ressent de l'intérieur de sa conscience. Il y a quelque chose que ça fait d'être une chauve-souris. Nagel en était certain. Les chauves-souris sont des créatures conscientes. Elles ont des expériences. Mais nous ne pouvons pas savoir à quoi ces expériences ressemblent, parce que nous ne sommes pas des chauves-souris. Nous sommes piégés à l'intérieur de notre propre conscience, capables de rendre compte de nos propres expériences, mais incapables d'accéder vraiment à celle d'un autre être. C'est le problème difficile sous sa forme la plus pure. Non comment le cerveau traite l'information, cela, nous pouvons l'étudier. Mais comment un quelconque processus physique, un quelconque arrangement de matière, donne-t-il naissance à l'expérience subjective? Comment une description à la troisième personne de l'activité cérébrale se traduit-elle en une expérience à la première personne d'être vivant? La réponse standard, celle que donnent la plupart des neuroscientifiques quand on les presse, est que la conscience est simplement ce que ressent le traitement de l'information quand il atteint un certain niveau de complexité. La conscience serait une propriété émergente. Comme l'humidité de l'eau émerge des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Comme le vol d'un oiseau émerge des plumes, des os creux et des contractions musculaires. Tu ne peux pas trouver l'humidité dans une seule molécule d'eau. Tu ne peux pas trouver le vol dans une seule plume. Et tu ne peux pas trouver la conscience dans un seul neurone. Mais mets assez de neurones ensemble, connecte-les de la bonne façon et la conscience émerge. Cette réponse a un certain attrait. Elle colle à nos intuitions sur la complexité. Elle évite le besoin de toute nouvelle physique. Mais l'attrait est creux, parce que l'émergence, telle qu'on l'entend d'habitude, ne résout pas réellement le problème difficile. Elle le repousse, elle le rebaptise. Quand nous disons que l'humidité émerge des molécules d'eau, nous voulons dire quelque chose de précis. L'humidité est une description macroscopique du comportement moléculaire. Il n'y a aucun mystère dans l'humidité. Étant donné la physique de l'interaction moléculaire, l'humidité est prévisible, explicable, réductible. Si nous savions tout des molécules d'eau, nous pourrions déduire l'humidité à partir des premiers principes. Mais pouvons-nous déduire l'expérience à partir des premiers principes? Pouvons-nous déduire, de n'importe quelle description de l'activité neuronale, si complète soit-elle, quel effet cela fait de voir la couleur rouge, de ressentir le chagrin, de comprendre une preuve mathématique? La réponse, soutient Chalmers, est non. Il y a un écart explicatif entre la description physique et l'expérience consciente. Et ce n'est pas un écart dans notre savoir actuel, un écart qu'une neuroscience future finira par combler. C'est un écart de principe. Les concepts que nous utilisons pour décrire les processus physiques, la masse, la charge, le spin, l'information, ne sont pas les bons concepts pour saisir l'expérience subjective. L'expérience est une chose d'un genre différent. C'est ici que Penrose et Hameroff entrent dans la conversation. Non pour résoudre le problème difficile au sens de le faire disparaître, mais pour le prendre au sérieux comme un trait fondamental de la réalité. Les approches standards traitent l'expérience comme dérivée, secondaire, comme quelque chose qui émerge de la matière quand la matière devient assez compliquée. L'approche de Penrose est différente. Il traite l'expérience, ou plutôt ce qu'il appelle la protoconscience, comme fondamentale. Aussi basique pour la trame de la réalité que l'espace et le temps. Tissé dans la géométrie de l'univers. C'est un geste radical. Il veut dire que la conscience n'est pas un ajout tardif à l'univers, non un accident biologique, non une propriété émergente d'un calcul assez complexe. La conscience, sous une forme primitive, est là depuis le début. Elle fait partie de ce qu'est l'univers. Mais qu'est-ce que cette forme primitive? Ici, Penrose s'appuie sur le travail d'un autre philosophe, Alfred North Whitehead, qui soutenait que l'expérience est la catégorie fondamentale de la réalité, que même les événements physiques les plus simples ont un aspect expérientiel. Son idée centrale est claire. Nous ne devrions pas partir de la matière morte pour expliquer comment elle devient consciente. Nous devrions partir de l'expérience et expliquer comment elle devient complexe. Il faut noter la parenté avec une idée philosophique appelée le panpsychisme, la vision selon laquelle la conscience est un trait fondamental de la réalité, présent sous une forme dans toute matière. Mais la théorie de Penrose n'est pas le panpsychisme classique. Elle ne dit pas que les rochers sont conscients, que les électrons ont des expériences.
Elle dit que la conscience naît quand des événements gravitationnels quantiques précis se produisent, sous des conditions précises. La plupart de la matière ne soutient pas ces événements. La plupart de la matière est inconsciente. Mais le potentiel de la conscience est inscrit dans la physique de l'univers. Penrose l'appelle la protoconscience. La géométrie fondamentale de l'espace-temps contiendrait quelque chose comme de l'information, non consciente en elle-même, mais capable de le devenir quand elle est orchestrée par les bonnes structures biologiques. Les microtubules seraient les instruments qui transforment la protoconscience en conscience réelle, qui convertissent le latent en manifeste, qui changent le bourdonnement de fond de la géométrie quantique en la symphonie de l'expérience subjective. Cela conduit à Penrose une dernière étape, la plus vertigineuse, et il faut la suivre pour comprendre pourquoi il tient tant à cette théorie. Elle passe par ce qu'il appelle le domaine platonicien. Souviens-toi du point de départ. Gödel avait montré que les mathématiciens humains peuvent voir des vérités qu'aucun système formel ne peut prouver. Penrose en tire une conviction que la plupart des physiciens, s'ils y pensaient, partageraient à demi. Les objets mathématiques sont réels. Non réels au sens où le sont les chaises et les tables. Non réels au sens d'occuper l'espace et le temps. Mais réels au sens d'avoir une existence qui ne dépend pas des esprits humains, des langues humaines, des civilisations humaines. Le nombre 17 était vrai avant qu'il y eût des humains pour compter. L'irrationalité de la racine carrée de 2 était un fait avant qu'aucun mathématicien ne l'approuve. C'est le platonisme sous sa forme pure. Et la plupart des physiciens l'admettraient au moins à demi, parce que l'univers semble descriptible en équations. L'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences de la nature, comme l'a appelé le physicien Eugene Wigner, suggère que mathématiques et physique ne sont pas des domaines séparés, mais des aspects profondément entrelacés d'une seule réalité. Mais Penrose va plus loin. Il suggère que la conscience humaine, celle qui nous permet de comprendre les mathématiques, de saisir les preuves, de voir pourquoi la racine de 2 doit être irrationnelle, est elle-même connectée à ce domaine platonicien. Nous ne sommes pas de simples machines à calculer qui manipulent des symboles. Nous sommes des êtres qui peuvent accéder directement à la vérité mathématique, par la compréhension, par l'intuition, par ce que Penrose appelle des processus mentaux non calculables. Et voici où tout se relie. Si la conscience peut accéder au domaine platonicien, si la compréhension implique plus que du calcul, alors la conscience doit impliquer quelque chose de non calculable. Et le seul endroit, dans la physique connue, où la non-calculabilité apparaît, c'est dans la mécanique quantique, dans l'effondrement de la fonction d'onde, dans le problème de la mesure qui trouble les physiciens depuis les années 1920. Il faut de nouveau marquer une pause d'honnêteté ici, parce que cette chaîne d'arguments est belle, mais fragile. Chaque maillon est contesté. Que l'intuition mathématique soit non calculable, contesté. Que l'effondrement soit non calculable, contesté. Que les deux soient reliés, spéculatif. C'est une cathédrale d'idées bâtie sur des fondations que beaucoup de spécialistes jugent instables. Penrose le sait. Ce qu'il propose n'est pas une preuve, mais une vision cohérente, un pari sur la façon dont ces mystères pourraient s'emboîter. La cohérence n'est pas la vérité. Une belle idée peut être entièrement fausse, mais suit la vision jusqu'au bout, car elle a une élégance qu'on ne peut pas ignorer. Depuis 300 ans, depuis que Descartes a scindé le monde en esprit et matière, la philosophie occidentale se débat avec la question de savoir comment les deux se relient. Le dualisme, la vision selon laquelle l'esprit et la matière sont des substances fondamentalement différentes, affronte le problème de l'interaction. Si l'esprit n'est pas physique, comment agit-il sur le cerveau physique? Le matérialisme, la vision selon laquelle tout est physique, y compris l'esprit, affronte le problème difficile. Si l'esprit n'est que de la matière en mouvement, pourquoi y a-t-il de l'expérience tout court? Penrose et Hameroff offrent une troisième voie. Ils n'éliminent ni l'esprit, ni la matière. Ils ne réduisent pas l'un à l'autre. Ils proposent plutôt que les deux sont des aspects d'une réalité plus profonde. Une réalité dans laquelle la protoconscience est fondamentale, dans laquelle le domaine platonicien de la vérité mathématique est tissé dans la trame de l'espace-temps, dans laquelle les réductions objectives à l'échelle la plus fine sont les événements élémentaires à partir desquels toute expérience est bâtie. Ce n'est pas une solution au sens de faire disparaître le mystère. C'est un déplacement du mystère, de l'échelle biologique à l'échelle de l'univers. Il faut laisser cette phrase se déposer. Le domaine platonicien, des vérités mathématiques existant,
indépendamment de toute incarnation physique. Penrose croit, et c'est un autre point où il s'écarte de la physique dominante, que les objets mathématiques sont réels. Non réels comme une chaise est réelle, non réels au sens d'occuper l'espace et le temps, mais réels au sens d'avoir une existence qui ne dépend d'aucun esprit humain. Le nombre 17 était premier avant qu'aucun humain ne le compte. La racine carrée de 2 était irrationnelle avant qu'aucun mathématicien ne le démontre. La structure sans fin détaillée d'un certain objet mathématique, découvert au XXe siècle, attendait d'être trouvée, non inventée. Elle était là, complète, avant que quiconque n'allume un ordinateur pour en tracer les contours. La plupart des physiciens, s'ils y réfléchissaient, l'admettraient au moins à demi. Les lois de la physique semblent mathématiques. L'univers semble descriptible en équations, avec une précision qui frôle le miracle. Le physicien Eugene Wigner a appelé cela l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences de la nature. Pourquoi le monde devrait-il obéir à des équations que des esprits humains peuvent écrire sur un tableau? Il n'y a aucune raison évidente. Et pourtant, il le fait, encore et encore, avec une fidélité qui a toujours étonné ceux qui s'arrêtent pour y penser. Penrose pousse cet étonnement un cran plus loin. Il suggère que la conscience humaine, celle qui nous permet de comprendre les mathématiques, de saisir une preuve, de voir pourquoi la racine de 2 ne peut pas être une fraction, est elle-même connectée à ce domaine platonicien. Nous ne serions pas de simples machines à manipuler des symboles. Nous serions des êtres capables de toucher directement la vérité mathématique, par la compréhension, par l'intuition, par ce qu'il appelle des processus non calculables. Et si la conscience peut toucher le domaine platonicien, si comprendre est plus que calculer, alors la conscience doit impliquer quelque chose que nul algorithme ne peut faire. Et le seul endroit, dans toute la physique connue, où le non calculable pointe le bout du nez, c'est dans l'effondrement de la fonction d'onde. Voilà comment la boucle se referme. Gödel montre que l'esprit dépasse le calcul. La physique quantique offre le seul recoin de la nature où le non calculable pourrait vivre. Et la réduction objective, l'effondrement induit par la gravité, serait le pont entre les deux. C'est d'une beauté architecturale rare, mais il faut le répéter une dernière fois avec fermeté. Chaque pierre de cet arc est contestée. Que l'esprit dépasse vraiment le calcul, contesté. Que l'effondrement soit non calculable, contesté. Que la conscience touche un domaine platonicien, profondément spéculatif. On peut admirer la cathédrale et douter qu'elle tienne debout. Les deux attitudes sont raisonnables. Aucune n'est, aujourd'hui, réfutée par les faits. Mais un tel déplacement peut être un progrès. Le mystère de la reproduction des organismes vivants était autrefois jugé fondamental, irréductible, exigeant peut-être une force vitale au-delà de la physique. Nous comprenons aujourd'hui la reproduction en termes d'ADN, de protéines, de mécanismes cellulaires. Le mystère n'a pas entièrement disparu. Nous ne comprenons toujours pas pleinement l'origine de la vie. Mais il s'est transformé en une question d'un genre différent. Une question de chimie et d'information, non de force vitale mystérieuse. Peut-être que la conscience suivra le même chemin. Peut-être que cette théorie, ou une théorie qui la remplacera, transformera le problème difficile en une question différente. Une question sur la façon dont les événements protoconscients se combinent. Ces questions resteraient difficiles, mais elles seraient scientifiques. On pourrait les étudier expérimentalement, ou peut-être pas. Peut-être que la conscience restera à jamais mystérieuse, à jamais hors de portée de l'explication scientifique. Cette possibilité ne peut pas être écartée. Le problème difficile est peut-être véritablement dur. Non seulement difficile, mais impossible. Penrose ne le croit pas. Il croit que la conscience est compréhensible, qu'elle fait partie de l'ordre naturel et donc sujette à l'explication naturelle. Mais il croit aussi que l'explication exigera une nouvelle physique. Non le système mécanique que la physique classique décrivait, mais quelque chose de plus étrange, de plus riche, de plus saturé d'expérience que nous ne l'avons jamais imaginé. Il faut poser côte à côte, une dernière fois, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, parce que c'est la seule position honnête où se tenir. La théorie est spéculative, elle est minoritaire. La plupart des scientifiques la jugent fausse. Son point de départ, l'argument de Gödel, est contesté. Son objection centrale, la décohérence, n'est pas pleinement écartée. Ses implications sur la mort sont de la spéculation, non de la science. Les expériences qui la soutiennent sont indirectes.
contesté, difficile à reproduire. Rien de tout cela n'est prouvé, et il se pourrait bien que rien ne le soit jamais. Et pourtant, le problème qu'elle affronte est réel. La conscience existe, et nous ne la comprenons pas. Le problème difficile n'est pas résolu, ni par la neuroscience, ni par la science cognitive, ni par la philosophie. La vision dominante n'a pas de mécanisme. Elle a des corrélats et un silence poli, là où devrait se tenir une explication. Une théorie qui prend la conscience au sérieux, qui la traite comme un trait fondamental de la réalité, plutôt que comme un sous-produit déroutant, qui fait des prédictions et invite à l'épreuve empirique, mérite d'être entendue, testée, évaluée sur ses mérites. Penrose et Amroff ont offert une telle théorie. Ils ont enduré la critique. Ils ont raffiné le modèle. Ils ont fait des prédictions précises. Quel que soit le verdict final, ils ont fait ce que les scientifiques sont censés faire. Ils ont regardé un problème profond, proposé une solution audacieuse, et l'ont soumise au jugement des preuves. Considère ce qui suivrait si le mécanisme était juste. La conscience ne serait pas un accident, ni un épiphénomène, un sous-produit fantomatique du calcul qui flotte au-dessus du monde physique sans le toucher, ni, comme certains philosophes l'ont dit, la vapeur qui monte de la locomotive du cerveau. La conscience, dans le cadre de la théorie, serait fondamentale, tissée dans la trame de la réalité au niveau le plus profond que la physique puisse atteindre, non engendrée par la matière, mais ce que fait la matière quand elle se rencontre elle-même, au seuil entre la possibilité quantique et l'actualité classique. C'est un renversement profond. Il replace la conscience de la périphérie de la physique vers son centre, mais ce n'est, encore une fois, qu'un si. Un si posé sur une théorie que la plupart des experts n'acceptent pas. Il y a une raison d'espérer que ce déplacement du mystère soit un progrès, et elle vient de l'histoire des sciences. Reprends l'exemple de la vie elle-même. Pendant des siècles, on a cru que ce qui séparait le vivant du mort était une force spéciale, un souffle vital, quelque chose au-delà de la chimie ordinaire. Comment un tas de molécules mortes pouvait-il se mettre à respirer, à se nourrir, à se reproduire? Cela semblait exiger un ingrédient magique. Puis, peu à peu, la biologie a démonté le mystère. L'ADN, les protéines, les mécanismes cellulaires. Le souffle vital s'est dissous en chimie. Le mystère n'a pas entièrement disparu. Nous ne comprenons toujours pas pleinement comment la vie a commencé, mais il s'est transformé. D'une question sur une force mystérieuse, il est devenu une question sur des molécules et de l'information. Un genre de question que l'on peut attaquer. Peut-être que la conscience suivra le même chemin. Peut-être que cette théorie, ou une théorie qui la remplacera un jour, transformera le problème difficile en une question d'un genre nouveau. Non plus comment la matière morte devient soudain consciente, mais comment des événements proto-conscients élémentaires se combinent, s'orchestrent, s'amplifient en l'expérience unifiée d'être un esprit humain. Cela resterait dur, mais ce serait une dureté scientifique, une dureté que l'on peut interroger en laboratoire, non un mur métaphysique. Ou peut-être pas. Il faut laisser cette porte ouverte aussi. Peut-être que la conscience restera à jamais réfractaire à l'explication. Peut-être est-elle la seule chose dans l'univers qui ne se laissera jamais capturer dans une équation. Cette possibilité ne peut pas être écartée, et l'honnêteté oblige à la nommer. Penrose ne le croit pas. Il pense que la conscience fait partie de l'ordre naturel et qu'elle finira par céder à l'explication naturelle, à condition d'accepter que cette explication exigera une physique nouvelle. Mais croire n'est pas savoir, et sur ce point, Penrose parie plus qu'il ne démontre. Ce qu'il y a de plus frappant dans tout cela, si le pari devait un jour être gagné, c'est le renversement de place qu'il impose à la conscience. Sur la vision standard, la conscience est à la périphérie de la physique. Un accident tardif, un effet secondaire de la complexité, la vapeur qui monte de la locomotive du cerveau sans rien changer à la marche du train. La théorie de Penrose la ramène au centre. Elle en fait non pas une conséquence de la matière, mais ce que la matière fait quand elle se rencontre elle-même, au seuil entre le possible et l'actuel. Que ce renversement soit vrai ou non, il a le mérite de nous forcer à regarder la conscience, non comme un détail embarrassant à expliquer plus tard, mais comme le cœur même de l'énigme que l'univers pose à ce qui, en lui, s'est mis à penser. Laisse-moi essayer une dernière fois de te faire sentir ce qui est en jeu, non en équation, mais dans la chair. Tu es allongé, éveillé, à 3 heures du matin. La maison est silencieuse. La ville dehors est silencieuse.
tes pensées dérivent. Tu penses aux gens que tu as perdus. Tu penses aux gens que tu perdras. Tu penses au moment, inévitable mais inimaginable, où toi-même tu cesseras de penser. La vision standard t'offre une consolation sombre mais nette. La conscience est activité cérébrale. Quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête. Il n'y a rien à craindre, parce qu'il n'y aura rien. Pas de souffrance, pas de regret, pas de conscience d'une absence. La lumière s'éteint, et il ne reste personne pour remarquer l'obscurité. Mais la vision standard ne t'offre rien d'autre. Aucune possibilité de quoi que ce soit au-delà du silence électrique final. Aucun mécanisme par lequel une part de toi pourrait persister. La théorie Orc-Or offre quelque chose de différent. Elle ne promet pas l'immortalité. Elle ne promet ni ciel, ni réincarnation, ni aucune des consolations religieuses que les humains ont inventées à travers les millénaires. Ce n'est pas de la théologie déguisée en physique, mais elle entr'ouvre une porte que la vision standard tient fermement close. Il faut le répéter, parce que c'est le fil le plus facile à mal comprendre. La porte entr'ouverte n'est pas une preuve, c'est une possibilité logique, à l'intérieur d'une théorie non prouvée. Rien de plus, et rien de moins. Reste avec la scène finale. Le bloc opératoire est silencieux maintenant. La chirurgie est terminée. La patiente est emmenée en salle de réveil. Dans quelques heures, elle s'éveillera. Elle ouvrira les yeux et reverra le monde. Les lumières fluorescentes, les visages des infirmières, les détails ordinaires d'une chambre d'hôpital. Elle ne se souviendra pas des heures qu'elle a passées inconsciente. Pour elle, ce temps n'a pas existé. C'était un vide, une période où son expérience subjective s'est simplement arrêtée. Mais quelque chose se passait dans ce vide. Dans les microtubules de ses neurones, la cohérence quantique était maintenue, modulée, supprimée par l'anesthésique qui la gardait endormie. L'équilibre délicat entre le quantique et le classique, entre la superposition et l'effondrement, était décalé juste assez pour empêcher les réductions orchestrées qui constituent, selon la théorie, les moments conscients. Elle n'était pas morte. Son cerveau était actif, traitant l'information, maintenant les fonctions vitales. Mais elle n'était pas consciente. Les conditions n'étaient pas réunies. Le seuil n'était pas atteint. Et maintenant, tandis que l'anesthésique se dissipe, l'équilibre revient. Les microtubules reprennent leur danse quantique. Les superpositions s'accumulent. Le seuil approche. Et à un moment dont elle ne se souviendra pas, un moment qui marque la frontière entre l'absence et la présence, une réduction objective se produit. La lumière s'allume. Elle ouvre les yeux. Mais quel effet cela fait-il d'être cette lumière? Quel effet cela fait-il d'être le moment lui-même? Non le moment observé, non le moment remémoré, mais le moment tel qu'il arrive, de l'intérieur. C'est la question qui hante la philosophie. C'est la question que la science a passé des siècles à éviter. Et c'est la question que la réduction objective orchestrée, seule parmi les théories physiques, tente d'aborder de front. Qu'elle y parvienne ou non, c'est une autre affaire. Une affaire que seule la preuve, un jour, tranchera. Et nous voici, au bout de notre voyage ensemble, revenus là où nous avons commencé. Tu écoutes encore, tu es encore conscient. Quelque chose se passe en toi. À l'intérieur des quelques 3 livres de tissu derrière tes yeux, à l'intérieur des microtubules de tes neurones, à l'intérieur de quelques substrats qui soutient finalement ton expérience, tu es présent à toi-même. Tu sais que tu l'es, et tu sais qu'un jour, peut-être dans des décennies, peut-être plus tôt que tu ne l'attends, cette présence affrontera une sorte de transition. Quelle sorte de transition? Nous ne le savons pas. Le cerveau cessera. Les neurones s'arrêteront de tirer. Les processus quantiques, quels qu'ils soient, cesseront d'être organisés comme ils le sont maintenant. Et alors, le modèle de la production ne dit rien. Le modèle du récepteur dit quelque chose, mais nous ne pouvons pas dire quoi. La théorie suggère que la source de la conscience demeure, même quand le motif individuel est rompu. Ce que devient le motif est incertain. Mais il faut résister à la tentation de faire de cette phrase plus qu'elle ne dit. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une consolation garantie. C'est ce qu'une théorie non prouvée laisse comme espace ouvert, rien de plus. Et il faut être clair, une dernière fois, sur ce que nous pouvons dire avec certitude et sur ce que nous ne pouvons pas. Ce que nous ne pouvons pas dire est immense. La théorie est peut-être fausse. Les expériences décisives n'ont pas été faites. Les prédictions n'ont pas été confirmées. La communauté scientifique n'a atteint aucun consensus. Elle est peut-être juste sur certains points et fausse sur d'autres. Elle pointe peut-être dans la bonne direction,
sans avoir atteint la destination. Tout cela demeure ouvert, et il serait malhonnête de le cacher derrière la beauté de l'idée. Mais voici ce que nous pouvons dire avec certitude. La question est réelle, le mystère est authentique, la conscience existe, et nous ne la comprenons pas. Le problème difficile n'a pas été résolu. L'écart explicatif demeure, et des théories qui prennent la conscience au sérieux, qui la traitent comme un trait fondamental de la réalité, plutôt que comme un sous-produit déroutant, méritent d'être entendues, testées, évaluées sur leur mérite. Penrose et Hamroff ont offert une telle théorie. Ils ont enduré la critique, ils ont raffiné le modèle, ils ont invité à l'épreuve. Quel que soit le verdict, ils ont fait ce que la science est censée faire. Regarder un problème profond, proposer une solution audacieuse et la soumettre au jugement de la réalité. Le reste appartient à l'univers et à nous. Alors, tandis que tu dérives vers ce qui vient ensuite, le sommeil, ou l'éveil, ou simplement la continuation de ta vie consciente dans le moment suivant, emporte ceci avec toi. Le mystère de ta propre existence n'est pas une affaire classée, c'est une enquête ouverte. La question de ce que tu es, d'où vient ton expérience, de ce qui arrivera quand ton cerveau finira par lâcher, ces questions ne sont pas résolues. Elles ne sont même pas encore correctement posées. Pas par une science qui n'a commencé que récemment à prendre la conscience au sérieux. Mais l'interrogation a commencé. La porte s'est entr'ouverte. La patiente en salle de réveil s'est éveillée maintenant. Elle est de retour dans sa vie ordinaire, sans être troublée par des questions de microtubules et de cohérence quantique. Elle est simplement consciente, comme elle l'a été toute sa vie, comme elle continuera de l'être, jusqu'à la transition finale. Et quelque part, dans des laboratoires et des salles de conférences à travers le monde, des scientifiques travaillent sur la question qu'elles ne pensent pas à poser. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient-elle? Qu'advient-il quand elle s'arrête? La théorie offre une possibilité. L'univers attend la preuve. Et toi, tu fais partie de cet univers, partie de cette question, partie de cette attente. Tu es le mystère qui s'examine lui-même. Tu es l'univers qui se demande ce qu'il est. Le feu de camp vacille dans le noir. Le motif de la flamme monte et retombe, dansant au bord de la cohérence et du chaos. Et derrière la flamme, avant la flamme, au-delà de la flamme, l'obscurité tient quelque chose qui était là avant que le feu ne soit allumé, quelque chose qui demeurera après que la dernière braise se sera éteinte. Nous l'appelons de bien des noms, le substrat, la source, le socle de l'être, la protoconscience. Ou peut-être ne l'appelons-nous rien, parce que nous n'avons pas encore les mots. Le feu brûle, l'obscurité attend, et quelque part entre les deux, impossible et indéniable, la lumière de la présence à soi continue. Que la théorie ait raison ou tort, cette lumière-là, en toi, en ce moment, est la seule chose dont tu ne peux pas douter.